Partout en Europe, les forces attachées à notre civilisation, les forces de l'enracinement, ont progressé ou gagné, créant une véritable espérance, une vraie voie vers le renouveau. En France, les patriotes remportent l'élection et tiennent en échec Macron et ses nombreux soutiens politiques, financiers, médiatiques. Les noms de Moscovici, Juncker et quelques autres cèdent la place aux vainqueurs, Orban, Salvini, Farage notamment. Ces victoires sont aussi la réussite de TV Liberté qui, depuis 5 ans, quotidiennement se fait le porte-parole de ce mouvement de fond que connaissent la France et l'Europe. Votre chaîne alternative est l'illustration, la représentation des mêmes valeurs, des mêmes principes, du même esprit d'indépendance. Mais l'on ne peut pas se contenter que de ce satisfait site, de ce bel impact. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous développer davantage et devenir dès lors incontournables. C'est pour cela que nous lançons dès aujourd'hui une campagne 1+1. 1+1, les objectifs sont simples. Chaque téléspectateur qui prend connaissance de ce message doit trouver une autre personne, un ami, une connaissance dans son entourage pour faire partager et connaître les émissions de TV Liberté, pour s'abonner à notre lettre d'information et pour suivre nos réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui, tout de suite, continuer de créer cette chaîne de solidarité combattante et renforcer notre communauté avec cette opération 1+1. 1+1. Si nous associons à un don un nouveau don, alors sera assurée enfin la survie de TV Liberté et notamment pendant la période de l'été toujours financièrement difficile. Je trouve un nouveau donateur ou je double mon propre don. Je fais vivre TV Liberté, mais mieux, je lui donne les moyens de me défendre. Vous le savez, la liberté a un prix. Alors, n'attendez pas, rendez-vous à la fin de ce message à la rubrique Dons de tvliberté.com. Le système vacille. Face aux progressistes et aux mondialistes, ce sont les peuples qui reprennent le pouvoir. Le mouvement est enclenché. C'est plus que jamais l'heure de TV Liberté. Nous avons besoin de votre aide de manière urgente. Maintenant, parce que pour nous, c'est vital. Et n'oubliez pas, le prélèvement à la source ne change rien. Votre don donne toujours droit à une réduction de 66% d'impôts. Bonjour Clotilde de Noël. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur TV Liberté. Vous étiez venu nous présenter, c'était en 2015, votre ouvrage à succès, Tombé du nid, l'histoire de l'adoption de Marie, porteuse de la trisomie. Et vous publiez Risquer l'infini aux éditions Salvator. Et vous faites vôtre ce principe, faire basculer les moments difficiles en moments heureux. Et on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Allez, pour reprendre le fil de notre histoire où nous l'avions presque laissé, comment va Marie adopter, je le rappelle, il y a 6 années de cela. Marie va très bien. Elle grandit à sa mesure et nous, on la suit dans son développement. Elle grandit pas beaucoup en taille, donc elle est sous hormones de croissance. C'est une petite, on va dire, complexité en plus de sa trisomie. Et puis sinon, elle est scolarisée depuis 2 ans, depuis 1 an seulement, dans une école que nous avons créée à côté de chez nous, qui peut accueillir comme ça des enfants porteurs de trisomie. Elle est avec une autre petite fille. Voilà. Elle peut travailler, elle vit et tout va bien. Tout va bien. Marie, vraiment, ça va bien. Alors, comme je vous dis, en fait, on avance avec elle. C'est elle qui nous guide. On avance avec elle, on pioche dans différents spécialistes pour pouvoir l'aider. En fait, c'est des enfants qui ont une intelligence certaine. Après, à nous de trouver le moyen d'aller vers eux pour leur permettre de rentrer dans les apprentissages. Alors, risquer l'infini, c'est déjà prendre la décision d'agrandir la fratrie de 6 enfants à 7 par l'adoption de Marie, à 8, et on va s'arrêter là pour l'instant, à l'adoption de Marie Garance. Et vous dites dans le livre, je me rappelle cette soirée dans un bar pour évoquer avec votre époux, Nicolas, 43 ans, cette question décisive pour notre famille. Vous dites que vous n'aviez pas peur d'adopter un enfant
à nouveau handicapé. Ça veut donc dire que la peur, elle est présente pour votre époux comme pour vous. Bien sûr qu'elle est présente, la peur. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de la dépasser, mais elle fait partie de notre nature humaine. C'est à nous d'essayer de la maîtriser, cette peur, et d'avancer au jour le jour. Parce que la peur, ça pénalise. Et quand on arrive justement à dépasser un peu nos peurs, alors on la dépasse pas une fois pour toute une vie, on la dépasse petit à petit, et bien c'est là où on découvre des joies immenses. Mais alors, pourquoi cette décision-là? Vous êtes dans ce bar, je vois à peu près, et là vous dites, on est 7, il faudrait qu'on passe à 8, on a une petite handicapée, il faudrait qu'on en ait un autre. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est que déjà tous les deux, nous étions d'accord pour agrandir notre famille. On se sentait prêts à de nouveau être parents. Après un petit temps où Marie était rentrée dans notre famille, on s'était rendu compte que la cellule familiale récupérait un très bel équilibre et qu'on se sentait prêt, voilà, à devenir parents. La question dont que l'on évoque lors de cette soirée dans un bar, c'est est-ce que finalement on part de nouveau sur le chemin de l'adoption ou est-ce qu'on a un enfant naturel, puisqu'on a cette grande chance aussi de pouvoir avoir des enfants naturellement. Enfin, on dit qu'on a cette chance, après on ne sait jamais ce qui arrive, hein, on est certain de rien. Disons que par 6 fois, vous avez eu cette chance. Voilà, on avait la possibilité de faire ce choix et il fallait vraiment poser ce choix, parce qu'une fois qu'on part sur les chemins de l'adoption, on peut pas partir sur 2 choix à la fois. Il faut vraiment se concentrer sur un choix ou sur l'autre. Alors, donc la question était vraiment là, de savoir est-ce qu'on partait sur la démarche. Alors la peur de Nicolas, c'était pas d'adopter un enfant handicapé. La peur, c'était de refaire en fait les démarches qui étaient très longues. En fait. On va en parler dans un instant. Mais bien évidemment, j'ai soulevé l'âge du papa. 43 ans à ce moment-là. À ce moment-là. Vous avez aujourd'hui 40 ans, c'est dans l'ouvrage. 41, donc c'est dans l'ouvrage, je ne me serais pas permis. Mais vous le racontez, cet anniversaire de vos 40 ans. Et là, bien évidemment, j'entends cette petite voix. Le papa, c'est déjà pas tout jeune. La maman, c'est pas jeune non plus pour continuer à élever des enfants. En plus handicapés. Après, 40 ans, c'est encore jeune, on va dire quand même. C'était pas un frein, en fait. L'âge n'était pas encore un frein. Puis quand on avait évoqué, comme vous dites... Parce qu'en fait, vous soulevez, c'est vous qui donnez l'âge. À ce moment-là, quand vous expliquez le bar, vous dites 43-37. Voilà, c'est donc pour à ça que ça a l'époque, on attiré avait mon quand attention. même 43 et 37, donc on n'était pas encore limité, c'était pas un facteur. L'âge n'était pas encore un facteur pour décider de s'arrêter ou non. Alors l'inquiétude, vous l'avez dit, c'est surtout de refaire les démarches administratives éreintantes, voire, on l'avait vu si on a lu Tomber du nid, et je vous invite à le faire, voire quasiment humiliantes. Je les ai pas vues dans le sens humiliante, je les ai vues plutôt dans le sens où c'était un barrage, on va dire, il fallait se justifier en fait. Il fallait se justifier. Nous, on l'a pas vu vraiment dans une question... où il fallait que c'était humiliant. On l'a vu vraiment dans le sens où c'était usant, on va plutôt dire le terme usant. Parce qu'il fallait, il fallait en permanence se justifier d'un choix qui n'est pas explicable en fait. C'est ça et en fait on était perdus dans cette explication. On ne peut pas donner en fait. Ce désir d'aimer, il n'est pas raisonnable. Alors quand vous décidez d'adopter ce qui sera Marie Garance, est-ce que, administrativement, vous revivez le caractère usant que vous aviez vécu pour Marie? Ou est-ce que là, on connaît la famille Noël, on sait que ça se passe bien, et puis on va tout faire pour que ça aille vite? Alors malheureusement pour nous, on avait espéré que ça serait un peu plus vite, même si bien sûr il faut un temps qui est obligatoire, et ce temps est obligatoire pour qu'on soit auditionné, parce que on ne confie pas un enfant à une famille... comme ça, sur un coup de tête, ça a été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lourd. Après, voilà, nous, on a des tempéraments positifs, donc ça aussi nous a permis de dépasser des questions, ça nous a permis de retravailler les choses en couple. Et voilà, donc, mais ça a été, oui, pour votre première question, ça a été beaucoup plus difficile. Mais c'est ce que je mets dans le livre, heureusement, finalement, qu'on n'a pas une boule de cristal en face de soi et qu'on sait ce qui va se passer, sinon on serait peut-être jamais parti. Et vous avez enlevé le terme humiliant, et je le retire donc bien volontiers. Mais dans Tomber du nid, j'avais le sentiment, si vous voulez, plutôt même d'une incompréhension face à l'administration. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti encore? Oui, on l'a ressenti encore parce que nous, on s'était dit que peut-être du fait qu'on était encore suivis pour Marie, ils avaient le retour, en fait, de tout ce qui se passait depuis quelques années, peut-être que ça allait perdre leur peur, parce qu'en fait, eux, ils étaient bloqués dans leur peur
sur le fait qu'on pouvait accompagner, on va dire, un enfant malade ou handicapé. Parce que c'est vrai que dans nos démarches pour arriver jusqu'à Marie, ce qui les inquiétait, c'est qu'ils avaient l'impression qu'on était dans un angélisme. Et cet angélisme, il est mauvais parce qu'ils avaient raison d'en avoir peur. Parce que quand on tombe au bout d'un moment de son nuage doré, ça fait très mal et il y a certains enfants qui sont redonnés, en fait. Donc, pour Marie-Garance, il y avait une complicité qui se rajoutait, c'est que notre famille s'agrandissait. Et il y a cette peur aussi qui est gigantesque, en fait. Donc ce n'était plus un 7e enfant, c'était un 8e enfant. Et ça a été tout d'un coup aussi la peur vis-à-vis d'eux en se disant, mais jamais, en fait, ils vont s'arrêter. Jamais ils auront un point orgue où ils se diront stop. Et puis, sans doute, ils trouvaient que c'était un peu présomptueux ou la non-volonté ou la non-capacité à se dire que on a des limites. En fait, pour eux, c'était de se dire, mais ils se prennent pour des surhommes parce qu'en fait, si jamais ils s'avoueront vaincus. Et en fait, nous, on n'était pas du tout dans cette démarche-là, en fait. Pas du tout dans cette démarche de justification, on était dans une démarche d'amour. Dans le suivi, est-ce que vous direz que l'administration fait son travail? Dans bien le suivi. sûr. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Il fait On dit extrêmement bien souvent son les travail. administrations laissent tomber, etc. Là, vous avez le sentiment Oui, qu'ils et puis poursuivent. ensuite, il faut prendre l'histoire dans une globalité, c'est-à-dire on a eu des problématiques avec certaines personnes. Après, au milieu de ces personnes qui nous suivent, on a eu aussi des rencontres extraordinaires. C'est ce que je raconte dans le dernier livre. On a eu aussi la chance de tomber sur des spécialistes extraordinaires et on comprend aussi que c'est une réelle problématique. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on n'a jamais été humiliés par des questions. On a trouvé ça normal même qu'ils aillent au bout de leurs questions pour essayer en fait d'enlever leur peur. Mais voilà, c'était une incompréhension d'un côté d'un désir d'amour et de l'autre côté sur, sans doute pour eux, c'était une volonté de faire de l'humanitaire. Et en fait, on n'y était pas du tout et heureusement parce qu'on n'aime pas par pitié en fait, on aime vraiment à 100%. On aime vraiment 100%. Aimer, c'est tout donner, oui. Mais cependant, Marie-Garance, elle est porteur d'un très profond handicap. On dit qu'elle est polyhandicapée. Voilà. J'aime pas ces termes qui font toujours un peu... qui donnent plus la réalité des choses. Disons que c'est un être très fragile. Voilà. Très fragile, très affaibli. Et quand on parle de faiblesse, vous répondez, vous le dites dans le livre, vous dites, mais quelle gigantesque blague. Vous ne voyez pas la fragilité de Marie-Garance? En fait, Marie-Garance, d'un côté, elle a une fragilité qui se voit tout de suite, parce qu'elle est dans un fauteuil roulant, parce qu'elle ne tient pas sa tête, parce qu'elle ne peut pas s'alimenter par la bouche. Sa fragilité, elle se voit. Et à côté de ça, quelle force elle a. Et c'est ça, aujourd'hui, en fait, qui nous propulse. Elle nous influe cette force. Donc, en fait, il faut passer dans ce monde de l'image où on a l'impression, de temps en temps, qu'on croise des personnes qu'on a l'impression fortes, d'être fortes, et en fait, à l'intérieur, elles sont toutes cassées. Et d'autres personnes, au contraire, des enfants ou des adultes qui nous paraissent très cabossés et qui, au contraire, ont une force de vie beaucoup plus puissante. Marie-Garance a une force de vie et elle nous apprend, elle nous enseigne, elle nous réveille, clairement. Est-ce que vous comprenez bien que ça peut être source de scandale dans une société où on garde finalement les meilleurs, on en garde peu, où on veut se débarrasser des plus faibles, des plus vieux, de ceux qui dérangent finalement? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un grand scandale ce que vous faites? Moi je pense que c'est plutôt l'inverse qu'est le scandale. C'est de vouloir enlever finalement ceux qui sont faibles, ceux qui donnent l'impression d'être faibles et d'être fragiles. C'est eux qui nous réveillent, c'est eux qui nous apprennent à vivre dans une société. Et la société, elle est constituée normalement pour se dire que justement les forts doivent aider les faibles. Et les faibles ont beaucoup à nous apprendre. En fait, il n'y a pas certaines personnes qui ont plus de prix que d'autres. Et pour moi, il est là le scandale. Alors vous dites, vous ne faites pas preuve d'angélisme, mais... L'objection qu'on peut vous faire, assez simple, c'est de dire, est-ce que cette famille-là, parce que votre époux Nicolas est très présent, bien sûr, dans vos décisions, est-ce que c'est pas un couple qui charge trop la barque? D'ailleurs, j'en veux pour preuve ce que dit un de vos enfants. Il dit, vous n'en aviez pas assez d'enfants, quoi. Il vous fallait encore plus. Donc lui aussi, à un moment donné, se dit, mais voilà, voyez, on se rajoute, allez, on va le dire, du malheur au malheur. Ah non, parce que c'est un souffle d'amour et c'est un souffle de vie. Au contraire, on rajoute de la vie à la vie, on rajoute de l'amour à l'amour. C'est pas du malheur. Si on part du postulat de départ que ces enfants handicapés sont du malheur, d'accord, on rejoint votre théorie. Mais nous, justement, on renverse tout ça et on se dit non, il faut changer nos regards parce qu'ils ne sont pas source de malheur. Et on le voit d'ailleurs dans la magnifique communauté qui s'est constituée de façon très rapide. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 followers. Toutes les familles qui témoignent, parce que c'était le but, en fait, de pouvoir donner la parole à d'autres familles, toutes
se rallient à cette idée. Donc on n'est pas les seuls, la famille Noël. Pratiquement toutes les familles qui ont des enfants handicapés et qui ont su dépasser leur peur ou arriver à trouver un équilibre disent bien que leur vie ne la changerait pour personne. Alors, j'ai vu un long reportage sur votre famille, sur votre époux et vous, et l'ensemble de la famille. Ah, vous savez, sur ces reportages qu'on fait un peu sur les familles nombreuses, alors on a un regard, et bien évidemment, le regard se porte moins sur l'amour qu'on transmet aux enfants que sur l'organisation générale de la baraque, si vous voulez, hein, c'est-à-dire l'intendance. Bon. Et là, on se dit, c'est pas si simple, c'est pas si facile, mais tout de même, on y arrive. Et pourtant, vous dites d'un autre côté que la polémique, elle s'installe, qu'il y a beaucoup d'objections, dit le père Stan Rougier dans sa très belle préface. Il y a beaucoup d'objections. Finalement, quelque part, est-ce que ça ne dérange pas? Est-ce que vous ne dérangez pas? Nous, on s'en rend pas compte finalement, parce que nous, au lieu de s'occuper de ce que les autres peuvent penser, on essaye, comme vous dites, déjà de gérer cette organisation, et plus que cette organisation, que chacun ait sa place. Parce que c'est mon seul objectif, on va dire, en tant que maman, c'est de les aimer tous, chacun comme ils sont, avec leurs particularités, parce que Marie nous a permis de nous éveiller et de nous faire comprendre qu'il était temps qu'on se réveille, parce que nos 6 enfants, qui étaient dits, sur un carnet de santé, on va dire, normaux, même si on sait maintenant que ça ne veut rien dire, ils avaient tous des particularités, ils avaient tous un chemin de vie que nous, en tant que parents, on devait les aider à trouver, aussi bien pour leurs études supérieures que pour leurs orientations de vie. Donc, en fait, on va dire que le regard des autres, finalement, on a peut-être la chance de pas trop pouvoir avoir le temps de s'y arrêter. Et il faut qu'on avance, et il faut que notre couple aussi résiste à tout ça. Donc on a déjà pas mal à travailler. Est-ce que, ça aussi c'est une autre question, est-ce que vous voulez imposer vos choix aux gens? Ça aussi, je le vois dans les commentaires quelquefois. Oui, ils écrivent pour imposer leur choix. Est-ce que vous voulez imposer aux autres le choix qui est celui de votre couple? C'est intéressant parce que ça me rappelle une émission radio que j'ai faite il y a pas longtemps, et le présentateur me disait, mais quand même, Clotilde, essayez de convaincre, just do it. Et je disais, mais non, en fait, ça serait dangereux, parce que en fait, on est tous appelés à des choses différentes. Nous, il s'avère qu'avec Nicolas, on a trouvé ce fonctionnement de famille et cet amour qu'on avait envie de donner à nos enfants. Ça nous est propre, en fait. Ça nous est propre à nos histoires déjà personnelles, parce qu'on a beau être 2, on est seul aussi. Ça nous est propre à notre histoire de couple. C'est pas quelque chose qu'on avait défini quand on s'est rencontrés. C'est quelque chose qui a grandi avec le fait qu'on a pris de l'âge aussi, que notre couple a grandi, que nos enfants ont grandi. Donc moi, ce que j'aime au contraire, c'est quand les gens, mes amis, quand j'ai un retour du livre et qui me disent, ce qui est super, c'est que Clotilde, c'est quand on ferme ton livre, on se dit pas, on va adopter. Ça serait dangereux. Parce qu'on peut pas imposer, déjà on n'impose rien, et puis nous encore moins, quoi. Déjà personne ne peut imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et ensuite, c'est juste de se dire que voilà, c'est une histoire. C'est une histoire qu'on raconte. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Ils aiment pas. Ils ont envie d'aller sur ce chemin. Ils ont envie d'avoir un autre chemin. Après, on peut aimer de plein d'autres façons. On peut aimer dans son travail. On peut prendre soin de l'autre, en fait. Et je pense que la fibre même de notre témoignage, c'est de prendre soin de l'autre, de bien prendre soin de l'autre comme il est. On peut le faire tous les jours de sa vie, en marchant dans la rue, en parlant correctement à la boulangère quand on lui achète du pain alors qu'on est énervé ce jour-là, à son collègue de travail qu'on a plus de mal à supporter, à sa femme, à ses enfants. Vous voyez ? Donc en fait, il n'y a aucune envie d'imposer quoi que ce soit, de se justifier. On n'a pas vraiment le temps, et puis c'est vain en fait. Quand on commence à se justifier, de toute façon, vous aurez toujours des personnes qui seront pour ou qui seront contre. On ne cherche pas forcément non plus à ce que les gens soient... Non seulement on ne veut pas changer les gens qui sont contre, mais on n'a pas forcément envie non plus que toutes les personnes soient pour, en fait. C'est une histoire. C'est une histoire. Mais est-ce qu'il vous arrive de regretter cette histoire ? À un moment, d'ailleurs, vous le racontez, si, vous dites, vous pleurez. Pas rien, quand même, parce que j'ai appris à vous connaître. Je veux dire, ces instants-là me paraissent pas possibles, même, hein, vu votre dynamisme et votre force de caractère. Mais vous dites, vous pleurez devant Marie Garance, en l'occurrence, devant cet incroyable enjeu. Est-ce que c'est quand même pas la peur, finalement, de ne pas avoir la capacité, comme vous le dites, hein, c'est vos termes, d'honorer sa dignité, maintenant, puis demain ? Bien sûr, plus qu'on voit la fragilité de Marie Garance, on voit les nôtres. Mais ça, on les voyait aussi quand on n'avait pas d'enfants, quand on était un simple couple. Quand on a eu nos premiers enfants, on se dit toujours, est-ce qu'on sera à la mesure de cette vie
qui se rajoute dans notre foyer. C'est bien sûr que c'est important de le mesurer. Si moi par exemple je considère aujourd'hui et je vous dis je n'ai pas de peur, je sais que je serai toujours à la hauteur, je pense que ça y est, je suis en train de dégringoler. Je pense que l'équilibre il est incertain en permanence et cette notion en fait de sentir que cet équilibre on peut basculer un jour ou l'autre nous permet aussi de prendre sur soi et de se réveiller et de recommencer et de tomber et de se relever. Évidemment que c'est ce que je mets à la fin du livre. On a découvert une joie immense, mais c'est pas une immunité. On aura peut-être gagné le jour où on sera mort, mais tant que je suis encore en vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, aussi bien dans un sens que dans un autre. Et donc il faut travailler tous les jours sur soi, à apprendre à mieux se connaître, et puis à pleurer aussi, c'est bien de pleurer. Et j'ai voulu aussi, dans Risquer l'infini, montrer toutes nos fragilités. Parce qu'elles sont évidentes et certaines. Il ne faut pas que les gens se disent les Noëls, c'est une partie à part de l'humanité. Non, on est vraiment comme tout le monde. Mais oui, on n'arrivera pas à vous suivre. Écoutez, Marie Garance, elle a frôlé la mort plusieurs fois. Oui. Les pompiers venaient régulièrement. Je crois que la situation est plus stable en ce moment. Et sous contrôle en ce moment. Vous le dites, je ne l'invente pas. On a bloqué nos vacances, on a gelé nos projets. Nos enfants sont inquiétés, on n'a pas mangé, on a veillé, on n'a pas dormi. Et là, on se dit, c'est quand même, ça tourne un peu au calvaire. Et là, vous décidez du 9e, c'est-à-dire du 3e enfant. Cette fois-ci, je crois que c'est un garçon qui va arriver dans le foyer et qui lui aussi a un handicap. Et là, on se dit vraiment... vous comprenez l'incompréhension cette fois-ci? Ben, je la comprends pas parce que les phrases que vous dites, elles sont dites à un instant donné. Et puis, j'ai une autre question à vous poser, c'est qui ne pleure pas, qui à des moments n'en a pas marre, qui à des moments n'est pas obligé d'aller rechercher encore plus de l'énergie en soi. C'est-à-dire que c'est des instants donnés parce que, bien sûr, comme je vous disais, on n'est pas dans l'angélisme. Je vais pas vous dire, Marie Garance était en train de mourir. Oh bah finalement, c'est pas moi, je suis sa mère à part entière. C'est une adoption plénière. Donc évidemment que cette petite fille, on l'aime tellement. C'est ce que je mets dans le livre, c'est qu'on ne sait pas comment on va vivre avec elle maintenant, sans elle, si ça se proposait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un projet humanitaire. On est sur un projet d'amour. Donc cet amour, on ne sait pas dans quel sens ça va aller et un jour ça s'arrêtera. Mais tout comme quand on épouse quelqu'un, tout comme quand on a des amis, on n'a pas envie de perdre tout cet amour qu'on a sur Terre. Après, on pleure, on se relève, on fait pas les malins. C'est ce que je dis, il y a des moments où on mangeait mal, il y avait des moments où on avait peur pour nos autres enfants. Mais ça a créé aussi des discussions avec nos autres enfants. Ça a permis aussi... de discuter en profondeur de la mort, de la fragilité, des imprévus, du fait que la vie ne nous appartenait pas, tout ça. Et en fait, après, on se dit, mais la vie, c'est ça, en fait, avec ses lots de joie, ses lots de peine, ses lots de souffrance, ses lots de fatigue. Mais notre chemin était encore vers le fait d'aimer un autre enfant. Ce n'est pas explicable, en fait. Là, vous êtes une mère qui alors accueille un petit garçon, alors que le grand garçon, l'aîné de la famille, il va bientôt quitter le foyer, quoi, quasiment. Oui. La boucle est bouclée, là. Non, justement, la boucle n'est pas bouclée. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de boucle. En fait, c'est le titre, c'est l'infini. Il n'y a pas de fin. En fait, c'est ça qu'il faut percevoir, en fait. On n'est pas dans une vie où, en fait, tout est calé, où on s'est dit, l'aîné va faire des études, le deuxième va faire ci, l'autre va faire ça, et nous, on va faire ça. On se laisse porter par ce flux de vie. Alors, on se laisse porter, et bien sûr, on pose des jalons, et on essaye d'être un minimum raisonnable dans ce désir d'amour. Et je pense qu'on le fait, puisqu'on s'entoure de spécialistes, et puis toutes les démarches nécessitent quand même beaucoup de temps. Là, je vous vois aujourd'hui, on fait des raccourcis, mais on a été dans les démarches, on a été auditionné par des psychiatres, on est auditionné par des assistantes sociales, par des psychologues. Donc, c'est des choses qui sont quand même travaillées, on va dire. Alors, parce que votre engagement, il est rare, bien sûr, continue à chercher à mieux le comprendre et à mieux le faire comprendre. On voit qu'il y a des personnes dont l'action vous porte, vous profite. Alors, vous évoquez, par exemple, bien évidemment, dans l'ouvrage, la rencontre avec Jean Vanier, qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment des exemples ou tout simplement des anges gardiens ou des saints qui vous portent? Puisqu'il y a aussi la foi qui vous porte. Oui, bien sûr. C'est très intéressant comme question parce que évidemment on est porté par des figures qu'on aime immensément et qui nous aident aussi à avancer et qui nous aident à nous relever.
Parce que c'est pas simple quelquefois quand il faut se relever. Donc il y a Jean Vanier, bien sûr, que j'évoque dans le livre. Il y a bien sûr Jérôme Lejeune, qui est une immense figure et qui est une personne qui fait partie aussi de tout ce qu'on vit. On n'a pas eu la chance, pour le coup, de le rencontrer, mais on a la chance d'avoir des personnes qui l'ont rencontré et qui nous le font vivre. Il y a aussi Mère Teresa, bien sûr. Donc il y a des moments où je suis, on va dire, entourée par la gastrostomie, les vomis, des choses qui sont quand même douloureuses aussi dans le quotidien. Et puis on est humain. Je repense à cette pauvreté qu'elle avait face à l'autre. Alors bien sûr, je vous dis, je pense à elle, je ne me mesure pas elle, mais ça m'aide. Vous essayez pas d'être sainte. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est aussi une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Elle fait tout ça parce qu'elle veut sa place au paradis, certes, mais en plus, au milieu des saints, et un jour, un pape à Rome, non, mais si c'était le cas, ça ferait belle lurette que je me serais écroulée, parce qu'en fait, je vous dis, on n'aime pas, on n'est pas du fer à tordre, en fait. C'est soit on aime parce qu'on accepte que la vie nous porte et on suit ce flux, soit on fait autre chose, mais on peut pas se dire je veux aimer parce que je veux aimer. Ce n'est pas, voilà, c'est pas dans le raisonnable. Vous pouvez dire je veux cet examen, donc je vais tout faire, je vais potasser, etc. L'amour c'est complètement différent. Et puis moi j'ai quand même les 2 pieds dedans et les 2 mains dedans, donc ça ferait belle lurette que j'aurais fui, parce que c'est quand même mon quotidien, jour, matin, soir, vacances. Donc, il faut être porté par l'amour. Voilà. Et par les anges, vous dites merci à la vie qui m'a enseigné qu'en ouvrant sa maison, bien souvent, nous rencontrons des anges. En mars dernier, ça va être mes dernières questions, mais j'en ai encore plein sinon. Vous est venue l'idée d'un grand shooting, de prendre des photos, de la trisomie. Et de quoi s'agissait-il exactement, ce grand shooting? Donc, en fait, c'est parti de notre communauté qui est aujourd'hui très grande, on va dire. Il y a plus de 50 000 followers. On a eu la chance d'avoir un photographe qui a proposé spontanément ses services, en fait, de photographier au moment de la Journée mondiale de la trisomie, le 21 mars. Il nous a dit, si vous voulez, vous pouvez faire une annonce sur la page, je peux photographier des enfants ou des adultes porteurs de trisomie 21. On a trouvé cette idée vraiment géniale, dans tous les sens du terme. Et donc, on a créé une publication. Et suite à ça, en fait, on a eu plus de 250 000 photographes de tout horizon qui nous sont proposés aussi leurs services. Donc ça a été quelque chose de très intéressant parce que ça a été national, c'est-à-dire dans tous les coins de France, en fait, il y avait des photographes qui proposaient et des familles qui étaient tellement heureuses que pour une fois, en fait, on leur ouvre leurs portes pour photographier leurs enfants et voir à quel point ils étaient beaux. Et suite à ce shooting, on a eu plus de 2000 clichés qui était magnifique. Et là, on s'est dit, il faut en faire quelque chose, on peut pas en rester là. Alors, il y avait ces magnifiques photos qui étaient intéressantes, ces familles, comme je vous dis, qui étaient très touchées, qu'on prenne en photo leurs enfants. Et plus que ça aussi, on a eu énormément de retours de photographes en message privé, nous disant à quel point ils avaient été touchés par cette séance photo. Certains n'avaient jamais rencontré de personnes porteuses de trisomie 21. Ça nous a choqués aussi. Et de voir, en fait, la joie qu'ils avaient eue de rencontrer ces personnes. Et donc, on a créé un grand shooting. On a eu la chance d'avoir pas mal de portes qui s'ouvrent, pas mal de médias aussi, beaucoup de parrains, comme Vianney, comme Julien Arnaud, beaucoup il y a eu Glantine Émeillé aussi, qui s'est beaucoup investi, qui nous ont permis aussi d'avoir une plus grande visibilité. Une exposition à Paris. Une exposition à Paris, dans la mairie du 5e, qui nous a ouvert leurs portes. On a été choyés par eux. Et un site sur lequel on peut retrouver les heureux gagnants, les lauréats. Il y en a une 13 ou 14. Oui, alors c'était douloureux parce que non, il y en avait 21 forcément, 21. Parce que tout était dans 21, c'est le jeu du 21. Trouver, bien sûr. Le 21 mars, 21 photos. Et c'était douloureux d'en garder 21 parce que voilà. Alors après, bien sûr, on a fait un vote de façon intelligente et on va dire ludique. On n'était pas là pour élire Miss Trisomie 21. C'était sur le côté esthétique de la photo ou sur le côté touchant du regard, etc. Oui, il y a d'ailleurs plusieurs choix, le regard joyeux, par exemple, le regard... Marie n'a pas été sélectionnée et on a trouvé ça très bien. Ouais. Que ça laisse la porte... Pour la prochaine fois. Oui, mais peu importe en fait. Est-ce que vous pensez que le regard qu'on porte sur ce handicap aujourd'hui évolue favorablement ou est-ce qu'il faut continuer à lutter contre les préjugés? Ce grand shooting, c'était peut-être aussi cela, lutter contre les préjugés. Est-ce que vous pensez que ça avance? On voit la Fondation Lejeune, on voit les cafés joyeux à Paris, à Rennes, me dit-on bientôt à Bordeaux, qui font travailler ces enfants trisomiques atteints de handicap mental et cognitif. Est-ce que vous pensez que ça évolue favorablement ou pas? Il y a deux niveaux en fait. Il y a le fait que d'un côté ça évolue favorablement parce que on a la chance d'avoir de plus en plus de familles qui sont heureux de leur enfant et qui osent en fait en parler.
Il y a beaucoup de spécialistes aussi qui n'existaient pas avant, comme la psychomotricité, les ergothérapeutes, qui nous aident à faire grandir nos enfants. Donc c'est des enfants qui vont arriver de plus en plus, avec les avancées, vers une autonomie certaine, chose qu'il n'y avait pas il y a 20, 30 ans. Donc ça, c'est sûr que c'est une avancée. On voit qu'il y a de plus en plus de blogs, de pages Facebook, de pages Instagram. Et l'avantage aussi de ces réseaux sociaux, c'est qu'on voit sur toute la face du monde, en fait. En Espagne, par exemple, je suis une petite fille, Pépita, qui est absolument adorable, qui a je sais pas combien de followers, qui fait craquer la toile et qui nous montre au jour le jour ce qu'elle fait. Donc, il y a forcément un nouveau visage qui change parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont une vie, parce qu'ils sont aimés par leur famille, par leurs frères et sœurs. Après, malheureusement, on aimerait dire que, et en fait, à côté de ça, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus montrés, mais il y a aussi des choses qui descendent parce que faut voir, par exemple, ce que vous avez évoqué, comme le café joyeux, comme bien sûr, qui sont en train d'émerger et qui sont pour nous une énorme source d'espérance. Ce sont des cafés dans lesquels travaillent ces jeunes au service, à la comptabilité. Voilà. Il y a des autistes aussi, etc. Ça, c'est pour nous, les parents, c'est extraordinaire parce que bien sûr, on a l'angoisse toujours de l'après. De qu'est-ce que deviendront ces enfants quand nous on ne sera plus là. Donc bien sûr il y a toujours cette inquiétude quand l'enfant naît et ça c'est une chance. Mais il faut savoir aussi que ces entités-là qui montent, ce sont des fonds privés. Donc on a la chance, voilà, en France, d'avoir des personnes extraordinaires qui ont envie de se bouger, parce que, par exemple, le Café Joyeux, c'est Yann Bucaille qui l'a monté, il n'a pas d'enfant handicapé, il donne toute son énergie pour eux, pour nous, les familles. Donc ça, c'est extraordinaire, on aimerait en avoir plein. Malheureusement, quand même, on les compte sur le doigt de la main, il faut l'avouer. Alors lui, Yann, est tellement extraordinaire, a tellement une force de vie, de dynamisme et d'organisation qui montre quelque chose de gigantesque. Mais des Yann, on aimerait en avoir beaucoup plus sur Terre. Après, il y a d'autres choses. J'ai eu rendez-vous aussi avec l'association Émeraude, qui font maintenant de la colocation avec des personnes handicapées. C'est à Dinard et qui permettent de les insérer. Il y en a un qui travaille à la poste, il y en a un qui travaille à la boulangerie, je crois. Ouais, ça. Il y a des choses comme ça qui émergent. Mais il faut savoir qu'il y a des écoles aussi qui émergent. Mais ce ne sont pas des écoles avec des fonds publics. Eh bien, il reste une seule possibilité, c'est de risquer l'infini. C'est à haut risque, mais ça vaut le coup, si j'ai bien compris ce que vous nous en dites. Merci beaucoup, Clotilde Noël. Merci de ce témoignage.